Bien, on va... Bonne sono, monsieur le maire. Alors, ça dit la grave. Il est sur la route, il arrive. Il est sur la route et Marie a 6 bateaux. D'accord. Sonia Guivage. Marc Havard donne du pouvoir à Nadine Joie. Delphine Boba est là, Jean-Claude Darac est là, Marie Assibat, on arrive avec Claude Premier, c'est là, Christophe Carto aussi, Nadine Joie, Stéphane Lebret. Gabriel Robert est là, Florence Gachy, Jérémy Marty, Vincent Marat est là, Stéphane Daco, Claire Horte. Paulette de Saint-Germain, Stéphane Leblanc est là, Léna Danossi, Michel Laménière est excusé dans les pouvoirs à Thierry Boulin. Donc Thierry Boulin est là, Gérard Delès aussi, Joël Dupongé, Jean-Claude Grémiot. Marie-Laurence Castin dans les pouvoirs à Gérard Delès. Daniel Saint-Gest est là, Hervé Chico est excusé. Il n'y a pas dans les pouvoirs parce que Thierry Bernès n'est pas là. Jean-Michel Alain est excusé, il a donné le pouvoir à Eric Dessayat, qui ramasse des maïs. Serge Lebrayard. Jean Lafenêtre est là, Francine Bourret, Julie Zobret, Michel Brett est excusé. René Douce, Jean-Pierre Chispert, Nadine Faber, Jacques Pagade, Dominique Saint-Germain, François de Tasté, Jean-Paul Dorel, Jean-Pierre Béliveau, Frédéric Lafitte. Il arrive, il est sur la route, il arrive. Jean-Michel Barros, Michel Marc et Benoît Laborde. Donc je vous prie grave, Marie Assibat est là, oui. Il y a un problème? C'est pour déplacer les voitures qu'il y a devant la remorque. Ah, c'est moi, pardon. Bien, monsieur le maire. Bon, mais bonsoir à tout le monde. Le conseil municipal, un peu restreint entre les malades et les autres réunions. Et moi-même, je suis heureux de vous accueillir pour cette dernière réunion de l'année. On va appeler ça l'année que lui, peut-être un petit peu. Hein. Un petit peu ouf, avec le peu d'affaires quand même. Je ne vais pas vous représenter la commune. Disons, le projet de la commune, ça a été le programme d'habitat. Les travaux sont terminés, ça a bien fonctionné. Les subventions commencent à arriver. Le premier logement est loué, les autres, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Les gens qui étaient décidés au départ, on du mal à quitter chez eux, c'est quand même un départ compliqué à faire. Après, on a des gens qui se proposent, qui sont vraiment intéressés, mais bon, après, on n'est pas certain qu'ils puissent s'adapter au côté social du logement. Alors, on s'affole un petit peu, on entend un peu trier, un peu trop se tromper. On verra bien. On espère que ça viendra, parce que pour que ça s'autofinance, ça coûte à la commune, il faudrait qu'on tourne un permis. Donc le gros du travail reste à faire. Voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'on va vous souhaiter une bonne réunion, parce qu'il faut qu'il y ait du travail. Et on verra après si tout se passe bien, peut-être qu'il y aura la fin. Merci Michel. On est ravis de te voir nous accueillir. C'est déjà du temps ancien, mais on sait pouvoir compter sur toi et je salue également les membres du conseil municipal qui t'entourent. Alors, on a fait l'appel au niveau communication. Frédéric David, est-ce que je vais marquer? Oui, c'est moi, je t'avais marqué. Alors, au point de vue communication, information, d'abord au niveau des prêts que nous venons de contracter, des prêts qui étaient prévus au budget primitif, mais dont je suis tenu de vous donner des conditions d'obtention. Alors, ce sont différents prêts à moyen terme, d'abord pour la maison de la petite enfance sur Barcelone-du-Gers, donc un prêt de 80 000 € sur 10 ans, qui a été obtenu à 0,63% auprès de la caisse d'épargne.
Ensuite, les deux projets de maison de santé, celui d'Air et celui de Génie, et les autres investissements de l'année. Donc il y a des montants pour 240 000 € pour la maison de santé d'Air, 207 000 pour la maison de santé de Génie et 200 000 pour les autres investissements. Ce sont des financements qui ont été faits sur 15 ans et nous avons obtenu, toujours auprès de la caisse d'épargne, un taux à 0,84%. Et enfin, nous avons sollicité et obtenu des prêts à court terme en attendant de rentrer les subventions, notamment pour les deux maisons de santé. Ce sont des financements qu'on a obtenus sur 2 ans à 0,3%. Conclusion, c'est que c'est le moment d'emprunter. Voilà, ce sont des conditions très intéressantes. Nous avions, pour les closeries de Bastia, nous avons obtenu un financement à 15 ans à 0,92 parce qu'on l'a réalisé cet été et donc c'était déjà un petit peu plus cher. Et pour les investissements scolaires, on était à 0,93 auprès du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Voilà, donc des conditions quand même, des financements tous inférieurs à 1%, dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Deuxième chose au niveau de la communication, pour les vœux du personnel et de la communauté commune. Donc vous pouvez enregistrer qu'ils se tiendront le jeudi 16 janvier à 18h30. Alors pourquoi le jeudi et pourquoi à 18h30? Nous faisions ça habituellement un mercredi après-midi. On s'était rendu compte que le mercredi après-midi, le personnel qui travaille dans les écoles ne venait pas en grand nombre parce qu'évidemment ils avaient l'après-midi de libre. Et donc on va tenter cette année de faire le jeudi soir à 18h30 dans l'espoir que, puisqu'ils finissent normalement le travail à 19h ou 19h15, on les libérera demi-heure ou 3/4 d'heure avant les ménages notamment, dans l'espoir qu'ils viennent un petit peu plus nombreux. Donc vous pouvez vous le marquer, vous recevrez une invitation bien évidemment le jeudi 16 janvier à 18h30 au centre d'animation d'Air-sur-Adour. Cette cérémonie des vœux sera précédée, c'est ça qui est important pour les maires, d'une conférence des maires qui se tiendra à partir de 17h. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation, si on veut, que le conseil communautaire suivant, qui sera, vous pouvez vous le marquer d'ores et déjà pour tout le monde, qui aura lieu le lundi 20 janvier, et qui sera essentiellement consacré à l'approbation définitive du PLUI, mais il nous a été rappelé que nous avions l'obligation, avant de le passer à un conseil communautaire, de soumettre le dossier pour avis à la conférence des maires. C'est une obligation que l'on a. C'est pour ça qu'on vous propose de faire cette réunion à 17h pour que vous puissiez ensuite, dans la foulée, venir à la cérémonie des vœux. Voilà. Et puis, dernière information, c'est au niveau d'une décision qui a été prise par la commission départementale des impôts. Je vais laisser Philippe Brett le soin de vous dire de quoi il s'agit exactement. Oui, il y a déjà un petit moment, on avait parlé au niveau de la sectorisation, au niveau des impôts, notamment par rapport aux impôts fonciers des entreprises, la CFE, le secteur d'Air-sur-Adour est découpé en 2 zones. Et là où ça posait certains problèmes, c'est que la ville d'Air au centre-ville, pour faire simple, on avait un côté de la rue Gapeta qui était en zone 2 et un côté qui était en zone 3. Et l'incidence sur un magasin local n'est pas neutre puisque c'est des valeurs au mètre carré qui sont appliquées par rapport à la superficie du magasin. Donc pour vous donner un exemple, quand on est en zone 2, la valeur au mètre carré c'est 47 € et en zone 3, 60,80 €. Donc il y avait une disparité importante chez certains commerçants par rapport à cette valeur de la CFE. Il y a eu une commission intercommunale des impôts directs qui a été conviée à réfléchir sur la question au mois de juillet, travailler avec les services fiscaux du département
Une deuxième réunion a eu lieu au mois de septembre pour préparer le dossier qui devait être déposé à la commission départementale qui elle seule décide de bouger les coefficients, puisque quand on ne touche pas, le coefficient est de 1 pour tout le monde. Ce qui a été proposé par la commission intercommunale des impôts directs, c'est d'abaisser la zone 3 du centre-ville avec un coefficient de 0,81 qui a mené la valeur du mètre carré au même niveau que de la zone 2. Ça a été acté, et pour la route de Bordeaux, d'appliquer un coefficient majorateur, plus particulièrement pour les grandes surfaces. Ça a été aussi validé par la commission départementale. Donc sur les bases de 2020, au niveau de l'intercommunalité entre les plus et les moins, ça ne changera pas. Ça ne changera que pour surtout le commerce de centre-ville qui se verra un petit peu plus confronté par la zone de chalandise, de visibilité et d'accessibilité qui est un petit peu réduite pour eux. Donc voilà, ça a été validé à la commission départementale début décembre. Alors, c'est une histoire ancienne, ça, c'est que cette classification en secteur 2 ou en secteur 1 ou en secteur 3, ça remonte à plus de 40 ans, et c'était basé sur la valeur des loyers à l'époque. Et selon la conséquence, c'est que selon qu'on se situait en numéro pair ou impair dans la rue Gambetta, il y avait une différence assez sensible. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette décote à 0,8. Donc ils vont avoir le montant de l'impôt qui va baisser, et par conséquence, on a, pour avoir le même produit fiscal, on avait proposé à ce que les commerces situés sur la route de Bordeaux puissent être majorés à 1,2, comme l'a dit Philippe. Voilà. Donc ça a été accepté, et on aura l'occasion de le préciser, puisqu'on fera une réunion publique vis-à-vis de tous les commerçants, pour présenter notamment commerçants et artisans, pour présenter le nouveau dispositif d'aide qui va entrer en application au 1er janvier. Donc on expliquera tout ça concrètement. C'est quel côté qui contribuait le plus alors je crois que c'était le côté caisse locale de Crédit Agricole. Je crois que c'est celui-là. Jusqu'à la mairie, c'est ça. C'est ça. Jusqu'à la mairie. Mais c'était lié aux pratiques des loyers. Alors, il y avait les lignes cadastrales avec. oui, c'est ça. Oui. C'était, voilà, l'opération, elle venait de là aussi. Ouais. Mais quand il se trouvait que il y avait des contrôleurs qui étaient venus me voir pour me dire mais pourquoi je paye plus cher, ceux qui payent moins cher, ils n'en parlaient pas, et pourquoi je paye plus cher que celui qui est en face pour la même superficie, regardez la différence. C'est comme ça que notre attention a été attirée sur cette disparité que moi je ne connaissais pas. Voilà. Bien, voilà pour les communications. Alors on va rentrer dans l'ordre du jour. Je vais vous demander de m'autoriser à rajouter un point à l'ordre du jour, puisque le dossier m'a été remis en défense. Ça concerne le droit de préemption sur la commune de Dior-Bachère. Et donc, si vous êtes d'accord, je l'évoquerai en questions diverses. Sur le procès-verbal du Conseil communautaire du 14 novembre qui s'était tenu à Saint-Louis, est-ce que vous avez des observations? Non? Il est donc adopté. Alors, premier dossier à l'ordre du jour, la réorganisation du réseau des finances publiques. Vous avez le projet de charte qui vous a été adressé. Il y a une petite modification, c'est à la page 3, dans le document que vous avez reçu, juste au-dessus du point 2.3, le paragraphe au-dessus, il est mis dans l'hypothèse où la fiabilité technique est avérée. Je ne sais pas si vous retrouvez ça, à la page 3, au-dessus du point 2.3. Vous voyez écrit dans l'hypothèse où la faisabilité technique est avérée. Vous voyez? Donc vous rayez ça, puisque ce point-là a été validé par la Direction nationale des finances publiques, et donc le
directeur départemental nous a fait savoir qu'il n'y a plus d'hypothèse à lever. Voilà. Bon, je ne vais pas vous relire le document, puisque on vous l'a envoyé. Ça fait l'objet d'une réunion suite à l'audition au conseil communautaire de Saint-Louis du directeur et de son adjointe, M. Anouliès, qui nous avait expliqué verbalement le contenu du projet de réforme. Ça n'est suivi donc quelques jours après une réunion plus technique où il était présent avec son adjointe. Il y avait également le directeur départemental du Gers, il y avait Xavier Lagrave et moi-même. Bon, donc ils nous ont soumis ce projet de charte qui est un corpus qui est l'émanation de la Direction nationale des finances publiques, mais adapté au territoire qui nous concerne. Bon, la première page, c'est les considérants généraux. Donc, dans le point 1, dans la compétence géographique, vous voyez bien qu'il est bien précisé que ça concerne l'ensemble des communes. Le réseau de proximité concerne l'ensemble des 22 communes. Et on va le voir ensuite. Dans le point 2, le réseau de proximité des finances publiques au service des usagers. Donc, la conclusion de ça, ça veut dire que c'est les agents de la direction départementale des finances publiques des Landes qui apporteront tous les conseils et tous les services aux usagers, y compris et surtout pour les usagers gersois. Donc, ce sont les mêmes agents qui feront les 12 communes landaises et les 10 communes gersoises. Ça, c'est l'offre aux usagers. Ensuite, les points sur l'offre de services aux usagers dans les accueils de proximité. Donc, ce qui va concerner le service à l'usager, c'est le point 1 et le point 2, c'est obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement des créances locales et bénéficier d'un accompagnement au numérique dans les démarches en ligne. Voilà. Tous les autres points de 3 à 14, ça relèvera non pas des accueils de proximité, mais ça relèvera des agents de la direction des finances publiques. C'est ça qui est important. Donc, les animateurs de ce qu'on appelle maintenant la maison France Service, MFS d'Air Soradour, ce sont les agents de la MSAP, de la maison des services au public. Donc, ils pourront accueillir des personnes pour toutes les formalités dématérialisées, dont au même titre qu'on le fait pour les demandeurs d'emploi, pour les gens, les allocataires de la caisse d'allocation familiale, et bien ceux qui ont besoin d'entrer en contact d'une manière dématérialisée avec la direction des finances publiques pourront avoir ce service et l'accompagnement auprès de la MSAP ou de la MFS des restaurateurs. Sur les informations générales, sur les démarches fiscales et sur l'accompagnement au numérique pour les démarches en ligne. Voilà. Ensuite, il y a les accueils de proximité. Donc, la MSAP, les agents de la MSAP pourront prendre des rendez-vous pour les permanences des agents des FIP, permanences qui se tiendront non pas à la MSAP, puisque nous, on n'a plus de place de manière aussi soutenue, mais à la mairie d'Air-sur-Dour, puisque la trésorerie qui va donc fermer est située aujourd'hui dans les locaux de la mairie, au rez-de-chaussée. Donc ce sera plus le même local, mais ce sera le local juste à côté, là où il y a le centre communal d'action sociale qui fait ses permanences. Donc les permanences pour les usagers continueront à avoir lieu à la mairie des restaurateurs, pas dans le même bureau, mais juste à la porte à côté. Voilà. Et donc toutes les personnes qui voudront rencontrer un agent des finances publiques, qui soit gersois des 10 communes membres de l'Interco, ou qui soit landais, pourront avoir un rendez-vous directement avec la personne des finances publiques. Il y a ensuite le réseau de proximité en direction des collectivités locales. Donc là, c'est le même principe, ce sont les mêmes agents
qui seront regroupés sur la trésorerie de Saint-Sevé, qui deviendra donc service général, qui seront à la disposition des maires, des présidents ou des directeurs d'ASA ou des groupements fonciers, etc., mais aussi des élus de la communauté commune. Donc, il suffira qu'un maire dise « moi je veux un rendez-vous avec un agent ». Cet agent pourra vous recevoir soit au siège de la communauté commune, soit même venir à domicile dans la mairie de chacune de vos communes. Et c'est le même agent qui pourra faire les 12 communes landaises et les 10 communes gersoises. De façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie, entre guillemets, la relation et le fonctionnement à la fois des municipalités, mais aussi de l'Interco et du CIS. Voilà dans les grandes lignes de ce dont il s'agit. Donc vous avez tout le détail sur les chapitres 3.1 et 3.2. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine qu'on reprenne tout ça dans le détail. Et les maires auront la possibilité maintenant d'avoir, à l'occasion de ces rencontres-là, soit au siège de la communauté, soit dans votre commune, vous aurez la possibilité d'aller bien au-delà de ce que des conseils dont vous bénéficiez, dont nous bénéficions aujourd'hui dans la trésorerie, y compris sur les modalités fiscales, si vous avez des renseignements précis sur pourquoi la taxe d'habitation, elle va apparaître, mais pourquoi la taxe foncière, les valeurs locatives, etc. Toute une série de renseignements dans la dimension fiscale pourra vous être apporté au niveau des marchés publics. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier du service des marchés publics de la communauté commune, mais vous pourrez également, si vous le souhaitez, avoir des conseils de cet agent des finances publiques. Voilà. Sur cette base-là, tout en ayant, et je l'ai rappelé à Saint-Louis, je l'ai redit au directeur lors de la réunion du 27 novembre, que ce qui me posait problème, c'était la poursuite de la diminution du nombre de fonctionnaires des finances publiques au niveau national. Le chiffre de 5800 a été annoncé par le ministre. Le fait, et ça c'est ma totale information également, qu'à partir du 1er juillet 2020, on ne payera plus donc ce qui aujourd'hui s'appelle encore à la trésorerie, mais on devra payer nos impôts locaux, les amendes et autres prestations des services publics locaux, non plus à la trésorerie, mais chez le buraliste. Voilà. Donc, je ne sais pas comment les gens réagiront, mais à mon avis, ça posera question. Quoi, hein. Ne serait-ce qu'au niveau de la confidentialité, ne serait-ce qu'au niveau des demandes d'étalement de la dette, etc. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Néanmoins, lorsque nous avons au Conseil, je crois que c'était à la lutte, nous avions voté majoritairement, puisqu'il y a eu 6 ou 7 abstentions, nous avions voté largement majoritairement pour être contre cette réforme, mais nous avions fait une contre-proposition qui demandait justement cette harmonisation entre les communes gersoises et les communes landaises, et même chose pour les usagers. Premier point. Et deuxième point, côté Gers, il y a eu également, alors qu'il était prévu de fermer la trésorerie de plaisance du Gers, la trésorerie de plaisance du Gers va rester provisoirement ouverte pendant quelques temps. Je ne suis pas en mesure de vous dire, le directeur du Gers nous parlait de 2, 3, 4 ans, bon ça ne durera pas éternellement, mais ils ont pris en compte les demandes des différentes collectivités dont la nôtre. Voilà, sur ces bases-là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et bien évidemment on va ouvrir la discussion, même si on ne va pas y passer trop de temps, mais est-ce que dans la rédaction de la charte, il y a des points qui vous préoccupent, qui vous paraissent assez peu précis, dont j'ouvre la discussion. Pour l'argent des collectivités. Alors
Oui, juste une petite question. En ce qui concerne les collectivités, l'agent qui va s'occuper des collectivités, il sera joignable 5 jours sur 5 ou il y aura des permanences? Comment ça se passe un peu pour nos secrétaires de mairie où on n'a pas tous des secrétaires à temps plein, tout ça, donc il peut y avoir problème par moment. Si vous voulez avoir, soit dans les locaux de votre mairie, soit à l'occasion d'une permanence au siège de la Concom, il faudra effectivement prendre rendez-vous pour qu'on puisse déterminer si c'est demi-heure, si c'est 1 heure, si c'est 2 heures. Ouais. Donc, et le rendez-vous se prendra auprès du siège de Saint-Sevé. Voilà, donc il y aura un répertoire qui dira. Alors, on aura les portables de... Est-ce que l'agent... On aura non seulement les noms des agents susceptibles de s'occuper de notre territoire, un des agents ou 2 des agents du pool qui sera situé à Saint-Sevé, et donc pour les élus, il y aura une prise de rendez-vous, mais même chose aussi au niveau des usagers. La prise de rendez-vous pour les usagers se fera à la MSAP ou à la mairie d'ailleurs, si quelqu'un qui est à la mairie, il y aura nécessité de prendre pour les élus rendez-vous et vous déterminerez à ce moment-là si vous souhaitez que ça se passe à Céleboué ou bien au siège de la communauté de communes. Ah oui, mais si vous voulez avoir des réponses téléphoniquement, vous pourrez accéder directement auprès du pôle de Saint-Sevé. Oui, le directeur de la DGFIP nous a affirmé qu'effectivement il y aurait 1 voire 2 référents pour des réponses à l'ensemble des communes et qu'on aurait les coordonnées téléphoniques, et notamment des portables, et donc on pourrait les appeler aux heures d'ouverture quand on voulait, et soit on réglait le problème directement par téléphone, soit, comme l'a dit Robert, on prenait des rendez-vous. Mais on aurait le nom de la personne avec des références téléphoniques qui sera joignable 5 jours sur 5. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand votre secrétaire de mairie ou quand le maire ou l'adjoint veut téléphoner à la trésorière, à la perceptrice, vous savez que vous téléphonez à Aéro sur Adour, mais là vous téléphonerez à Saint-Sevé. D'autres questions? Bon, c'est clair pour tout le monde? Alors je vais le mettre au voie. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cette charte? Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? C'est adopté. Alors, le chapitre suivant, le dossier suivant, la dérogation pour l'ouverture dominicale des commerces naturels. Donc là, il va falloir s'y faire chaque année. Il faudra que la communauté de communes délibère suite à l'avis du conseil municipal des communes concernées, essentiellement Air-de-Soradou, mais exclusivement Air-de-Soradou, les entreprises commerciales qui souhaitent ouvrir les dimanches sont soumises à une réglementation nationale qui stipule que si elles demandent 5 dimanches à ouvrir maximum, ça relève de la responsabilité du conseil municipal de la commune concernée et uniquement du conseil municipal. Par différence, si ça dépasse 5, c'est-à-dire à partir de 6, il faut que le conseil municipal de la commune concernée donne un avis et il faut que le conseil communautaire prenne une décision que le maire de la commune concernée se doit ensuite d'appliquer. Voilà. Pour l'instant, depuis 3 ou 4 ans que l'on délibère, il n'y a eu que des demandes qui concernaient la commune Terre-sur-Adour. Il n'y a pas eu de demande particulière sur Barcelone du Gers, ni Eugénie-les-Bains, ni d'autres communes. Bon. Donc le conseil municipal de Terre-sur-Adour s'est prononcé il y a quelques jours et il y avait 6 demandes, dont 3 qui concernaient des ouvertures inférieures à 5, donc elle ne parle pas. C'était essentiellement des ouvertures pour les garages, pour le groupe Action et pour Lidl. Je crois que c'était 3 et 4 dimanches. Donc ça, le conseil municipal a donné une suite favorable à cette demande, donc qui va s'appliquer directement. Et donc il y en a 3 autres qui, dépassant le seuil des 5,
concerne le centre Leclerc sur Aire, qui demande 8 dimanches, 8 ouvertures. Et ça concerne les 2 magasins qui sont côte à côte route de Bordeaux, la halle aux vêtements et la halle aux chaussures qui en demande 12. 12 étant le plafond, étant le maximum. À partir du moment où on se prononce sur la demande de ces 3 commerces, dans des catégories bien différentes, il y a la rubrique alimentaire, il y a la rubrique autres commerces, etc., commerce, vente de vêtements et compagnie, le nombre d'ouvertures du magasin s'applique à tout le monde, même si les commerces n'ont pas fait de demande. Prenons pour le service alimentaire, si on approuve les 8, ce qui est demandé par le centre Leclerc, les 8 ouvertures dominicales, eh bien le groupe Carrefour, le groupe Intermarché, le groupe Lidl, etc., pourra bénéficier, bien qu'il n'ait pas fait de demande, pourra bénéficier, pas Lidl puisqu'ils ont demandé que 3, mais ils pourront obtenir. C'est sûr. Vous avez dit par catégorie, l'autorisation portera sur la catégorie. Catégorie, oui, mais pour alimentaire, Lidl c'est alimentaire. Tout le monde. Hein? Dès qu'on l'accordera à heure, voilà, Ça s'appliquera. D'accord. de la catégorie. Donc les 3 de Lidl ne s'appliquent pas parce qu'il y a une demande de 8 pour Leclerc. C'est ça qu'il faut. D'accord. Voilà. Alors, la réglementation, donc stipule ce que je vous ai expliqué, je ne vais pas le redire, la réglementation également demande à ce que les organisations syndicales, lorsque ça existe, ou les comités d'entreprise, lorsque ça existe, ou les délégués du personnel, lorsque ça existe, se prononcent sur les demandes d'ouverture dominicale. C'est pour ça qu'à chaque demande, généralement, il y a la réponse d'une organisation syndicale ou du comité d'entreprise, si ça existe dans l'entreprise en question. Sinon, ce sont les centrales syndicales départementales qui donnent une avis. Bon. Concernant le centre Leclerc, le CSE, alors j'imagine que c'est le conseil, le comité d'établissement, le S, ça veut dire quoi? Comité social et économique. D'accord, comité social et économique. D'accord. D'accord. Pour Leclerc, c'est prononcé favorablement à l'ouverture des 8 commerces. Le syndicat CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, s'est prononcé défavorablement. Que ce soit pour Leclerc ou en plus favorisant pour le vêtement et le chaussure. Quant à la CFDT, je me fais un plaisir de vous le lire. Au regard des éléments précisés dans le courrier, nous donnons un avis non défavorable à l'ensemble de ces demandes. Nous attirons votre attention sur les commerces de détail alimentaires dans la surface etc. Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir vous assurer du volontariat formalisé par écrit du salarié et que les contreparties légales prévues à l'article 9 du Code du travail seront bien accordées aux salariés de l'enseigne et travail le dimanche. Donc quand j'ai revu ce courrier qui avait été envoyé au père Serrado, j'ai appelé le responsable de la CFDT, le responsable départemental. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire un avis non défavorable? Est-ce que ça veut dire un avis favorable? Non, il me dit. Ah. Mais alors ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on n'est ni pour ni contre, on souhaite que ce soit les salariés que vous consulterez, dont vous aurez pris la tâche, etc. On souhaite que ce soit eux qui décident. Nous, on n'a pas vocation à prendre position. Écoutez, vous vous foutez de nous là. Si vous croyez que ce sont les agents municipaux ou les agents communautaires qui ne travaillent pas le dimanche, qui vont aller vérifier, en plus forte raison les élus, qui vont aller vérifier si c'est ouvert ou pas, vous êtes à côté des souliers. Bon, voilà, donc moi je trouve cette position, je regrette qu'un syndicat qui par ailleurs est assez cher, un ancien syndiqué à la CFDT, n'est-ce pas Charles? Je trouve un peu équivoque ce type de position. Je pense qu'on est pour, on est contre. De donner un avis non défavorable, c'est la première fois que vous voyez. C'est la richesse du vocabulaire en français. Non, mais bon. Voilà. Donc ce soir, je vous propose que l'on se prononce. On ne va pas y passer la soirée.
connaît la position des uns et des autres, hein, sur les trois catégories, il n'y en a plus que deux. Il y a celle alimentaire. Et la catégorie qui correspond à la vêtement, commerce de vêtements. Oui. Commerce, vêtements et chaussures. Voilà. Bon, donc il y a trois votes là. Bon. Voilà. Moi je vous rappelle quelle serait ma position. Je pense que ce serait plus simple si on s'accordait pour dire on plafonne à 5 ouvertures dominicales. C'est essentiellement en période légale. Voilà. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui demandent la parole avant qu'on passe au vote? Oui, non, juste un mot pour dire ce qui s'est passé à la municipalité. Effectivement, chacun est totalement libre, comme on l'a fait au conseil municipal. Ça n'a rien à voir entre un groupe et l'autre, c'est la liberté de penser par rapport aux ouvertures ou pas du dimanche. Ce qu'on a, Robert a rappelé les avis des différents syndicats, et effectivement nous avons eu que 2 avis, enfin nous à la VDR nous avons eu que 2 avis, les autres syndicats n'ayant pas répondu. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qui me paraît aussi important à noter, c'est que nous avons sollicité l'association des commerçants de la ville d'Air-sur-Dot pour savoir ce qu'ils en pensaient, parce qu'on oppose facilement le commerce de périphérie au commerce de centre-ville. Bon, c'est pas tout de les opposer, il faut aussi essayer de travailler ensemble. Donc la question était de les voir et de voir ce qu'ils en pensaient. On a eu le même débat l'année dernière, on a eu la même réponse cette année par rapport à cette problématique d'ouverture dimanche, à savoir que l'association UCISA s'est dit, ils n'ont pas été comme la CFDT non défavorables, ils ont dit qu'ils n'étaient pas opposés donc, au fait qu'on valide l'ensemble de ces demandes. Donc ils étaient favorables pour qu'on laisse le libre choix à ces entreprises d'ouvrir pour une certaine raison, c'est que s'ils ouvrent, peut-être que ça fera venir du monde, bien évidemment, chez ces commerces, mais peut-être qu'ils en récupéreront les fruits. Bon, voilà, c'était leur motif. Donc ils nous ont fait part du fait qu'ils étaient favorables. Et donc le conseil municipal s'est prononcé pas à l'unanimité, mais à la majorité sur chaque cas, que ce soit, puisque à chaque fois on doit voter pour le mode et les chaussures, c'est une catégorie, et l'alimentaire, c'en est une autre. Donc, pour les 2 cas, on a voté à la majorité, non pas à l'unanimité, mais à la majorité pour l'ouverture de ces magasins-là le dimanche. Notre intervention, Florence. Cours pas, Benoît. Il t'a désigné de service ce soir. Le pauvre. Moi j'avais abondé dans la remarque. Moi je fais partie de ceux qui à la mairie d'Air au contraire a voté contre. On a dit, comme chaque année on va dire, puisqu'on avait dit que le débat on n'allait pas le refaire tous les ans. Sauf que je tiens à préciser quand même que pour l'ouverture du lieu Caire qui demande 8 dimanches, il faut savoir qu'il est ouvert tous les dimanches matin de toute l'année et que cette décision ne remet pas en cause cette ouverture du dimanche matin de tous les commerces, de tous les supermarchés alimentaires. Voilà, et donc j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi il demande une ouverture le 26 janvier et le 21 juin. C'est un peu surprenant comme date. Et je pense que 5 dimanches ou 4 fin décembre et début de janvier au moment des fêtes, c'est largement suffisant pour ce qui concerne l'alimentaire. Et ensuite, pour la loge aux chaussures, elle a au vêtement faire 12 dimanches. Si la loi autorisait 20, ils en demanderaient 20, j'imagine. Bon, donc là c'est pareil, c'est au moment des soldes et encore pas tout le temps, les dimanches qui sont demandés. Donc évidemment, moi je suis personnel, moi je suis contre. Et en plus, chaque année, on a le même débat, et chaque année, on se pose la question si vraiment ces dérogations d'ouverture sont appliquées, parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment ouverts beaucoup de dimanches par an, quoi. Mais il faut la demander. Voilà. À partir de l'année prochaine, moi je vais faire le contrôle. Tu auras le temps. Je veux le temps. Mais je vous assure, je veux le faire. Je veux le faire parce que je veux avoir vraiment un esprit clair là-dessus, quoi. Parce que on sait qu'il y a des salariés qui ne sont pas candidats pour que ça ouvre le dimanche et où le patron leur demande quand même d'être présent. Et je trouve que c'est une violation de la loi. Sur le mois de juillet et d'août, ouvrir le dimanche, c'est voilà. Bien.
On n'est pas à la plage. Hein. Alors, on va voter. Il y a d'autres intervenants? Non? Bien. Alors, pour la demande de Leclerc, sur la partie alimentaire, catégorie alimentaire, je me vois deux propositions, soit la demande de Leclerc de 8, qui a reçu un avis favorable de la majorité municipale d'Hiers Strasbourg, et ensuite je mettrai aux voix qui est pour 5, de plafonner à 5 dimanches, tous les dimanches matin, les centres alimentaires sont ouverts. Alors, qui est pour l'ouverture des 8 commerces alimentaires pour Leclerc, les 8 dimanches? Alors, levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Combien de procurations dans ce projet? Une, deux. Deux procurations des personnes qui ont voté pour. Donc ça fait 22. Qui est pour limiter à 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a des procurations? Une. Qui? Gérard. Donc ça fait combien ici? Ça fait 17 et 18 et 22. Ça fait 50. On s'est trompé. 40. Ah oui, exactement. 40. D'accord. Donc c'est voté pour les commerces alimentaires pour 8 dimanches. Je vous propose que pour les deux autres, bien que ce soit dans deux catégories différentes, d'un côté le vestimentaire, de côté les autres commerces, pour la vêtement et la chaussure, ils ont demandé 12, avec une proposition favorable, un avis favorable majoritairement de la commune d'Aire. Donc même chose, je vous mets au voix qui est pour 12 et qui est pour 5. Qui est pour 12? 1, 2, alors attendez, oui. Levez bien la main parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hein? Pardon? 19 plus 2, 21. Et je pense que tout à l'heure c'était pareil parce que si j'ai 22 plus 17, ça fait 39 alors que j'ai 30. Non, j'ai 40. Je pense que là on va être Bon. Qui est pour limiter à 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 et combien de populations? 17. On arrive au total? Il en manque 2. Il en manque 2. Ah mais il n'y a pas de gens qui Bon, écoutez, de façon majoritairement, c'est OK pour 8 et 12 pour les autres. Allez. Oui, mais parce qu'il y en a qui votent comme ça, d'autres qui votent comme ça. Bon. Alors, pour l'eau et l'assainissement, je vais vous demander de remettre à la caméra un dossier. Vous avez un dossier devant vous, monsieur Martin. Bon, donc vous savez qu'on a la compétence eau et assainissement depuis le 1er janvier 2018. Qu'à ce titre-là, nous avions la possibilité soit de créer une régie communautaire, à ce que nous n'avons pas fait. Nous avons fait le choix de déléguer la compétence qu'on a prise à des syndicats mixtes. Le syndicat mixte du Pur-Sang et du Marseillon pour les 11 communes rurales landaises, le SIDEC pour la commune d'Aire et celle d'Aire et de Génie pour l'assainissement, et pour le CIEBAG, les 10 communes gersoises. Donc on nous a préparé des tableaux. Donc, je vous propose qu'on regarde d'abord le tableau sur l'eau potable pour voir un petit peu comment tout ceci se présente. Alors, le syndicat du Tursan regroupe les 11 communes landaises et est composé aujourd'hui de 52 communes. Le SIDEC regroupe 133 communes et sur notre territoire, pour la seule commune d'Aire, s'agissant
CIEBAG, il y a 47 communes, dont 10 communes gersoises de notre territoire. Le nombre d'abonnés, le Tursan, 11 018, qui représente à peu près 17 800 habitants, le CIDEC, 90 611, qui représente à peu près 150 000 habitants, et le CIEBAG, 8 329, qui représente à peu près 13 417 habitants. Le nombre d'abonnés par EPCI, pour le Tursan, nous représentons 19,2 du nombre d'abonnés, pour le CIDEC, 4,5%, et pour le CIEBAG, 21%. Vous avez les ressources de production, pour le Tursan, Marcillon, il y a des forages à Jaune, au Marcillon, à Oris, à Ossarrive, mais l'essentiel c'est à Jaune. Pour le CIDEC, il y a 2 forages à Hirsordou, mais l'essentiel vient de l'achat en gros au syndicat du Tursan. Et pour le CIEBAG, il y a 2 puits à Tarsac et à Gousse, et il y a un achat conséquent d'eau au prix de gros au syndicat mixte du nord-est de Pau. Les rendements de réseau, vous les voyez, ils sont pas très bons. Ils se tiennent aux environs de 65%. Ça veut dire qu'il y a de la fuite. Ça veut dire qu'il y a du travail de recherche de fuite d'une manière conséquente. Les tarifs. Je vous rappelle que la loi qui prévoit le transfert de compétences dit que quand il s'agit d'une interco qui prendrait la compétence, qu'il y a plusieurs services, ce qui est le cas chez nous, puisqu'il y a 3 services, il faut tendre, je dis bien tendre, vers un prix à peu près équivalent. Tendre vers. Ça veut pas dire obligation, bien évidemment, parce qu'il peut y avoir des historiques, il peut y avoir des modes de production, il peut y avoir des choses qui expliquent, qui justifient des écarts conséquents. Alors, pour le Tursan, la part fixe de l'abonné se monte à 45,73 €. Là, pour le CIDEC-AR est à 23 € et pour le CIEBAG à 74 €. Pourquoi elle est aussi élevée pour le CIEBAG? Parce que le CIEBAG a eu besoin à un moment donné de restaurer sa situation et donc avait décidé d'augmenter la part fixe. Pourquoi c'est aussi bas sur R? Parce qu'il y a eu un choix qui avait été fait sur la précédente municipalité et qui consistait à diviser par 2, puisque pour l'essentiel, le tarif de la part fixe pour le CIDEC est de 46 €. Donc là, on l'avait divisé en 2 pour favoriser, pour alléger, je dirais, la facture pour les petits consommateurs. Le barème de référence, c'est 120 m3 par an. Et 120 m3 par an de consommation d'eau, c'est l'équivalent d'un couple avec 2 enfants. 2 enfants de à peu près adolescents. Bon. Mais il est évident que si vous avez un abonnement, une part fixe élevée pour une personne seule ou pour un couple seul, à ce moment-là, il est plus pénalisé que quelqu'un qui serait un gros consommateur. Bon. Et c'est ce qui fait que ce qu'il faut regarder, c'est le duo entre la part fixe et la part proportionnelle, puisque vous voyez que là où l'abonnement est faible, ben, la part proportionnelle est un petit peu plus élevée. Ce qui fait que quand vous traduisez ceci au niveau du total part fixe et part proportionnelle, en coût global sur le montant hors taxe pour 120 m3, ça fait 170,66 € hors taxe pour le Tursan, 190,04 € pour le CIDEC et 254 € hors taxe pour le CIEBAG. À cela, il faut y rajouter des taxes sur la TVA, mais aussi des redevances. Ce sont essentiellement les redevances pollution et les redevances protection au niveau de l'agence de bassin, qui sont d'un niveau différent d'une commune à l'autre, en fonction de caractéristiques, bon, je ne saurais pas vous détailler ça très, très précisément. Ce qui fait que quand on fait le total de la part hors redevance et du total redevance et taxes, eh bien on a, et c'est ça qui compte au final, pour 120 m3, la facture dans le Tursan qui est de 233,33 € TTC, soit 1,94 € par mètre cube. Au CIDEC, elle est à 228,72, soit 1,906 par mètre cube. Et au CIEBAG, elle est de 322,15, soit 2,68 par mètre cube. Voilà, donc il y a un écart qui est assez proche entre le Tursan et le CIDEC et qui est
éléments sur la dette qui concerne l'ensemble des syndicats mixtes. La dette du TURSA est très peu élevée, 633 000 euros de capital restendu, ce qui fait une unité de 127 000. La dette du SIDEC est plus élevée, mais il y a 90 000 abonnés, ça fait 8 millions d'encours de dette. Et la dette du CIBAC est de 4 171 000 avec un montant de remboursement qui est quand même conséquent. Donc le CIBAC est un syndicat qui a un prix de l'eau assez cher et qui est un syndicat qui est endetté. Voilà ce qu'on peut dire sur l'eau potable. Alors, la capacité de désendettement, que ce soit pour le TURSA ou pour le SIDEC, elle est inférieure à 4 ans. Elle est de 3 ans et 3 mois pour le SIDEC et elle est de 3 ans et quelques mois pour le TURSA. Je n'ai pas le ratio de capacité de désendettement du SIBAC. Prenons maintenant le document sur l'assainissement collectif. Bon, là, il y a beaucoup moins de communes qui sont concernées, mais dans le TURSA, sur les 52 communes, il n'y en a que 30 qui sont dans l'assainissement collectif, dont 7 dans notre PCI. Pour le SIDEC, il y a 98 communes qui ont l'assainissement collectif, dont 2 sur le territoire R et Eugénie. Vous voyez que Eugénie est adhérent pour l'eau potable au TURSA et pour l'assainissement au SIDEC. Et pour le CIBAC, il y a 4 communes qui ont l'assainissement collectif, dont une seule sur notre territoire, c'est Barcelone du Gers. Mais avec une particularité, c'est que c'est le CIBAC qui gère l'assainissement collectif de Barcelone, mais que Barcelone n'a pas de station d'épuration, n'a pas de STEP, puisqu'il y a une convention qui lie le CIBAC avec le SIDEC, et les effluents des musées de Barcelone sont renvoyés sur la station d'épuration d'Aire-sur-Adour. Et évidemment, le SIDEC envoie une facture au CIBAC. Les tarifs, bon, même principe, la part fixe, 45 € avec une part proportionnelle de 1,48 pour le TURSA. Pour le SIDEC, 32 € avec une part proportionnelle de 1,78. Un tarif différent à Eugénie, 64 € d'abonnement et 1,24 pour la proportionnelle. Et pour le CIBAC, 50,4 et 0,92 en proportionnelle. Ce qui fait qu'à hors taxe, on est à 222,80, 247,60, 212,80 et 160,80, puisque, il faut préciser, pour le CIBAC, ils ont des comptabilités analytiques pour chacune des 4 stations d'épuration. Enfin, pour chacun des 4 services d'assainissement collectif. Et effectivement, on le voit, le coût pour Barcelone, autant c'est le plus élevé en matière d'eau potable, autant il est nettement inférieur à l'assainissement parce qu'ils n'ont pas à subir l'amortissement de la station d'épuration. Ce qui fait qu'au total, quand on rajoute les redevances, on est à 2,32 € par mètre cube au TURSA, 2,52 € pour le SIDEC sur Adour, 2,22 € sur Gilbert et 1,93 € sur Barcelone du Gers. Voilà. Vous voyez la dette pour le TURSA, un peu moins de 1 million, pour le SIDEC 29 millions pour les 98 communes, et pour le CIBAC 400 000 €, donc pas de dette pour Barcelone, puisqu'il n'y a pas de station d'épuration. Voilà. Ce qui fait que quand on fait le total de l'eau potable plus l'assainissement, le prix élevé du CIBAC pour Barcelone est compensé par un coût nettement moindre que sur l'assainissement, et ce qui fait qu'on est, si vous faites le total des deux, on est à quelque chose qui n'est pas équivalent, mais qui n'est pas très éloigné l'un par rapport à l'autre. Voilà. Oui, si, pour elle, il y a de la dette. Oui. Mais le mode de calcul, le CIBAC a puisqu'il n'y a que 4 stations avec 4 services d'assainissement collectif, il n'y a pas de dette spécifique pour les 98 communes du SIDEC. C'est une dette globale. Il n'y a pas, voilà. Bon, voilà. À cela s'ajoutent quelques éléments supplémentaires pour le SIDEC. Évidemment, quand vous voyez la carte des Landes, vous voyez que le SIDEC est un syndicat départemental. Et donc, il couvre 5 communes, avec 98 communes.
mois, il y ait des décisions importantes. Mais si le SIDEC peut avoir cette force de frappe en matière d'investissement, c'est parce qu'il a le nombre d'abonnés qui est très important. Et évidemment, c'est plus facile à amortir des investissements très lourds quand il y a un nombre d'abonnés conséquent. Voilà, sur ce, j'ouvre la discussion pour voir s'il y a des questions. Qui siège au CIBAG là? Avant c'était Jacques Ayotti, maintenant c'est toi, Gérard? Tu veux dire deux mots pour... On ne connaît pas le CIBAG, donc tu veux dire deux mots pour savoir comment ça se passe. Il y a eu la fusion avec le syndicat de Viella qui avait provoqué quelques turbulences à un moment donné. Vous allez être où aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Vous avez vu donc, notamment sur les coûts d'eau potable, donc on est sur des tarifs qui sont assez élevés, en partie dû à de gros investissements qui ont été réalisés, donc il y a un château d'eau qui a été fait, et après aussi parce qu'on a beaucoup de linéaires pour des services très peu d'abonnés, donc forcément un coût de maintenance de réseau qui est très élevé. Voilà. Donc sur la partie eau potable, c'est vrai que ces spécificités-là, et c'est le territoire gersois qui le veut. Voilà. Donc après, je suppose que le CIEBAG va essayer de faire au mieux possible pour réduire cette dette dans les années à venir. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres maires gersois qui veulent dire deux mots. Gersois là? Oui. Non. Bon. Sur le SIDEC, sur le Tursan, il y a des choses à dire là. Bon. Alors, nous n'avons pas besoin de délibérer, si ce n'est que pour prendre acte, c'est ça? Pour prendre acte. Bon, vous êtes d'accord pour qu'on prenne acte de la communication de ces documents? Oui. Je pose juste une question dans le graphique là. L'évolution du nombre d'abonnés du SIDEC entre 2018 et 2019, ça baisse, c'est bizarre. Entre 2018 et 2019. Mais il y a 2003. Oui, c'est Grenade. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut dire, il y avait un syndicat intercommunal qui s'appelait le syndicat intercommunal des Arboutes, qui regroupait les 11 communes de la communauté de communes de Grenade, plus un certain nombre de communes du pays villeneuvois. Bon. Il y a eu des débats à n'en plus finir, je sais quelque chose, et au final, lorsqu'il y a eu la dissolution du syndicat des Arboutes, c'est le SIDEC, par des votes mémorables, qui avait pris la main sur la gestion de l'eau potable, notamment le pays Grenade, puisque les communes du pays villeneuvois ont souhaité rester au SIDEC, ce qui fait que les 11 communes la communauté de communes du pays grenatois se sont sortis. Je te réponds, Florence. Oui, non, j'écoute. Se sont sortis du SIDEC là, depuis quelques mois et ont monté une régie communautaire. Bon, on verra l'expérience. Le SIDEC, même s'il a fait de la résistance par principe, eu égard à l'état du réseau, n'était pas fâché de voir ses communes partir, et je pense très franchement, et ça c'est l'avenir qui le dira, que ça, pour remettre le réseau en état, il y aura des surprises au niveau du prix de la tarification de l'eau, parce que c'est pas avec 11 communes et moins de 3000 abonnés que tu peux faire face à des investissements aussi conséquents. Bon, on fait ça, ils se le verront. Voilà. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu entre 2018 et 2019 cette baisse du nombre d'abonnés. Bien, pas d'opposition, Franck? Je pense qu'il sera nécessaire, ça n'engage que moi, ça ne me regardera plus, je pense qu'il sera nécessaire à terme, assez rapidement, peut-être dès la prochaine mandature, qu'il y ait un vice-président qui suive
pour la gestion des rivières, avec ses problèmes d'endiguement, comment dire, oui, mais le classement, mais le système d'endiguement, il va y avoir des choix importants à faire, d'une part, et d'autre part, de par de plus en plus la forte augmentation des intrants dans la qualité de l'eau, il y a des choix financiers importants qui vont devoir être faits en matière d'eau potable et d'assainissement. Et donc je pense que s'il pouvait y avoir quelqu'un qui suive ça très précisément, je pense que ce serait justifié et utile, parce que ça va faire très mal au niveau du prix. Un petit exemple, le forage des Arrouzes, qui est situé à Saint-Germain. Vous voyez où c'est les Arrouzes. Il est pollué, il est hors d'usage. Il est maintenu à l'usage grâce à 3 silos de charbon actif qui coûtent la peau des fesses. Il a donc été demandé, le SIDEC a demandé à l'ensemble des agriculteurs du bassin versant des Arrouzes, ça fait 1400 hectares, d'arrêter, on va dire, l'agriculture conventionnelle, on va le dire comme ça, et d'avoir des pratiques hors usage d'intrants et de pesticides. Ce qui entraîne un débat local, vous avez peut-être entendu parler, de projets d'agrivoltaïque sur 700 hectares sur les différentes communes du secteur de Morin, Castandé, Le Vignot, Hontan, Saint-Gène, etc. Ça tourne l'algorithme de beaucoup de monde. Les hélices se mettent en marche. Parce qu'évidemment, il est annoncé des chiffres de location des terres ou de rentabilité et d'impact fiscal pour les communes qui font que les hélices se mettent à tourner. Bon. Il faudra voir derrière ce qu'il y a réellement. Mais c'est un débat, je peux vous dire que si vous allez dans le secteur de Saint-Gène, Hontan, Morin, Castandé, vous n'avez que parlé de ça, plutôt le Vignot. Voilà. Alors chaque maire a fait ses calculs pour savoir combien ça allait rapporter, et évidemment ça pousse. Sauf qu'il ne suffit pas de mettre des panneaux photovoltaïques à 2500 de hauteur, ce qui est important c'est de savoir quel type d'agriculture il y a dessous. Alors certains avaient imaginé d'y mettre même des volailles, des canards, mais je ne sais pas si vous voyez, mais des canards à terme de protection des nappes phréatiques, on doit pouvoir faire mieux. Je suis prudent dans le propos parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs de canards dans le point de vue. Mais... Tout dépend de la densité. Bon, voilà. Tout dépend de la densité. Pardon ? Tout dépend de la densité de canards. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, à suivre. Non, alors, justement, oui, non mais, alors justement, c'est intéressant ça. Parce que la question est posée maintenant au préfet des Landes, lequel est embarrassé, parce que quand on met des panneaux photovoltaïques au sol, ça rentre dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors que quand on les met à 2,50, ça ne compte pas. Mais il faut prouver que le modèle économique agricole qu'il y a sous les panneaux de 24 est viable. Et c'est là que ça commence à chicaner. Voilà. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe au dossier de la GEMAPI. Donc, il y a d'abord Ah bon, on n'a que le dossier du CIMAN. Et le dossier, l'autre, on a écrit. Voilà. Alors, l'ancien CIRMA
qui s'appelle maintenant l'ancien versant du Gabas, du Luz et du Bahus, le SGLB. Bon, voilà. Donc, vous avez dans la note de synthèse, je ne vais pas en reprendre, les travaux qui ont été faits sur Eugénie Ebel, sur Eugénie aussi, sur Eugénie et Bahus et sur Classeur. Et en 2020, il sera réalisé des travaux de désencombrement du lit du Bahus et des opérations de gestion de la route qui suivent sur les communes de Bahus et Eugénie. Et aussi sur le cours d'eau du Basse, à Saint-Lopoué et Villetursan. Un programme de replantation de boisements régulaires démarrera également l'année prochaine sur les cours d'eau du Bahus et du Basiou. Qui c'est qui siège là au SGLB? Tu veux dire deux mots? Où est le micro là? Le micro il est où? Pauvre Benoît. Ouais, deux mots, c'est vite dit, mais bon, il y aurait du travail à faire, effectivement. Il y a du travail qui est fait. Bon, ça se passe très correctement, si ce n'est toujours les mêmes problèmes liés à hier, voilà, et qui ne sont pas propres au SGLB. Bon, en fait, on n'a plus le droit de couper aucun arbre, il faut en replanter partout, mais bon, quand ça déborde, c'est nous qui sommes responsables, donc voilà, c'est le chat qui se mord la queue pour moi. Mais c'est une problématique que les gens du Sud-Est subissent. Bon, ça nous arrivera peut-être pas aussi vite à nous, mais à quelque part, voilà, on est condamné à subir les affres de la météo et de la rivière, les gens qui sont riveraines. Voilà. Mais bon, ceci étant, le SGLB est géré correctement, il y a des réserves et bon, ça se passe bien. Bon, très bien. Pour le CIMAL, qui c'est qui siège au CIMAL là? Alors, Claude, Jean, tu sièges aussi, non? Oui. Bon. Allez, Claude, tu veux dire deux mots? Oui, le syndicat fonctionne très bien, nos rivières sont très bien suivies. Dès qu'il y a un souci, les techniciens sont très actifs. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire, ça fonctionne très très bien. Jean, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ils se sont déplacés à Duhor, ils se sont déplacés pour le Lourdin. Il y a quelques difficultés au port à l'entrée du village. Là, ils sont venus, le technicien est venu. Ils vont voir, ils vont proposer quelques petits travaux. Bon, d'accord. Ok, alors là aussi on prend acte de ces comptes rendus. Moi, ce que je vous demande, c'est que s'il y a des investissements conséquents, ça pourra arriver. Avant de voter, vous nous faites signe quand même. Vous regardez le dossier un petit peu avant parce que c'est nous qui payons quoi, derrière. Hein. Donc il ne faut pas que c'est un peu le système qui est un peu limite. C'est-à-dire qu'il y a l'organisme qui paye, c'est la communauté de communes, et puis ce sont les maires qui font des choix d'investissement. Donc vous êtes censé ne pas représenter votre commune. Quand vous siégez là, vous êtes censé représenter la communauté de communes. Attention, n'oubliez pas ça. Et donc, et pour l'instant, je dois le dire, nous n'avons aucun retour. C'est-à-dire que vous votez les budgets, les investissements, les travaux, mais vous ne nous faites pas remonter, ni en amont, ni même en aval, ce que ça représente comme investissement. Donc le mieux, c'est quand même qu'avant d'aller siéger, si vous voyez qu'il y a des investissements, etc., vous ne nous en faites pas. Hein. C'est important ça. Les finances. Alors, les finances, on va aller assez vite. Sur le budget principal, en fonctionnement, on a eu 11 150 € du fonds départemental pour la taxe professionnelle, dont en face, on a mis l'équivalent, puisqu'on a l'obligation d'équilibrer, on a mis l'équivalent de l'IME budgétaire.
militaire qui ne sera pas forcément réalisé. Mais on a le devoir d'équilibrer le DM. Donc, ce qui est réel, c'est la recette. Ce qui est virtuel, c'est les dépenses. Au niveau de l'investissement, même chose. On a reçu des aides de la DGD pour le PLUI, une subvention du conseil départemental pour le local commercial de la rue Carnot, une subvention du conseil départemental pour pour l'étude du pôle de santé, une subvention de la carte de 50 000 pour le jardin à Malice à Barcelone du Gers, une subvention de l'État pour la halte garderie de Barcelone de 102 000, et ensuite il y a des opérations d'ordre, les frais d'études de pôle de santé et l'intégration et l'extension, c'est des opérations d'ordre. Bon. Ce qui nous permet, en face, il y a des dépenses, notamment il y a des surplus au niveau de la maison de santé d'Air, au niveau de la maison de santé d'Eugénie, au niveau du PLUI, au niveau de la voirie 2019, et que tout ceci rassemblé fait que nous allons pouvoir diminuer le volume d'emprunt que nous avions voté au budget primitif, nous allons pouvoir le diminuer de 150 000 euros. Voilà. C'est ça le côté positif. Pourquoi c'est pas une opération miraculeuse, c'est qu'au moment où on a voté le budget en avril 2019, nous ne connaissions pas encore les montants de subventions qui étaient susceptibles de nous être accordés et qui ont été accordés dans le courant de l'été ou au courant de l'automne. Voilà. Et qui ont été bien subventionnés. Puisque sur la maison de santé avec le génie, on y a plus de 70% d'aide. Et pour le jardin à Malice à Barcelone du Gers, on arrive également à 75% de subvention. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut se permettre de diminuer l'emprunt. Alors, oui, on m'a remis là aujourd'hui, il y a une actualisation sur le budget principal, puisque la médiathèque, elle est dans le budget principal, il n'y a pas de budget annexe. Sur le festival BD, il y a eu un surcoût de 4 827 euros, qui est dû au fait que toutes les classes ont demandé l'intervention des acteurs, et ce qui fait qu'ils sont restés de nuit avec les repas, etc. Mais plus le financement, on paye une sortie pour les bénévoles. Alors, vous êtes allé où cette année? Nous avons été donc à Léon, à Montréal. Le site donc archéologique de Montréal, la Villa Célia. Et ensuite nous avons, après avoir pique-niqué en bas de Montréal, nous avons été voir Jean de Buros, voilà, pour finir l'après-midi. Ah oui, là c'est Escalade ça. Ben, Escalade. Bon, alors ce surcoût de 6232 a généré un montant d'aide supplémentaire de 13 428. Voilà, bon, que ça a été une bonne opération. C'est pas la sortie d'aide. Non, mais ça coûte 1035 euros, mais c'est justifié. Il faut qu'on s'accorde dessus. Nous avons 42 bénévoles qui passent beaucoup d'heures, je ne dis pas tous les jours, mais à tour de rôle, qui assurent des permanences à Air, à Barcelone ou à Eugénie, et c'est la mode, et qui sont mobilisés pour le festival. Et la moindre des choses, c'est qu'il y a un geste qui soit fait à leur faveur, et donc 1000 euros par rapport au service qu'ils nous rendent, c'est, il ne faut pas chiffrer dessus. Voilà. Bon, voilà donc pour le budget principal, pour le fonctionnement et pour l'investissement. Le surcoût pour le PLUI, on vous l'a expliqué, c'est que notamment la reprographie coûte la peau des fesses. Et les nombreuses visites des commissaires enquêteurs. Des commissaires enquêteurs. C'est pas encore facturé. Mais quand tu as dit 15 000 de provision, il y a... J'ai demandé à monsieur le commissaire enquêteur qui me donne une... Ouais. Bon. On en parlera tout à l'heure. S'agissant des affaires scolaires, là aussi, c'est des opérations qui s'équilibrent, qui n'entraînent pas, qui n'impactent pas le budget général, qui s'équilibre à 3 240 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces
vous ai proposé pour un coût constant d'ouvrir un poste de stagiairisation pour Laura Girardelli. Et ensuite, il faut que l'on annule une délibération que nous avons prise à Saint-Louis le 14 novembre 2019, parce que la préfecture, au même titre qu'ils ont fait ça sur plusieurs autres communautés d'agglomération et communautés communes, ont présenté qu'il fallait ouvrir des postes pour permettre des avancements de grade. Or, ils ne veulent pas qu'on écrive comme ça. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'annuler la délibération de Saint-Louis à la demande de la préfecture et de dire désormais que c'est pour favoriser l'évolution des missions dans les services de finances, affaires scolaires et cuisine centrale. C'est très faux, c'est très flou. Enfin, on ne va pas le dire comme ça, monsieur le directeur, parce qu'il faut quand même... C'est une délibération d'avancement de grade qu'on prend depuis des années, on n'est pas la seule collectivité à avoir été concernée par cette observation, notamment les collectivités importantes hollandaises. Je pense au Grand Dax qui a eu la même aventure que nous. Bon, c'est comme je disais, quand un agent passe par exemple de rédacteur à rédacteur principal, eh bien, on ouvrait un poste de rédacteur principal et on fermait le poste de rédacteur. Eh bien, ils ne veulent plus qu'on présente des choses comme ça. Pourquoi? Ça les amuse. Bon, pas de position à ça? Président. Oui. Non, juste une petite question. Par rapport à Laura, elle est chargée de communication, parce qu'il y a marqué assistant en ressources humaines. Alors, oui, c'est un papier. D'accord. Mal collé, très bien. Une question, c'était Christian Corolla qui avait mis une disponibilité, ou c'est que ça en est par rapport à... Elle a demandé le renouvellement de la disponibilité. Donc ça veut dire que sur les tableaux d'effectifs, on aura 2 personnes. Non? Il y aura 2 postes ouverts, mais il y aura... mais je ne pense pas qu'il y aura. Non. Bon, d'accord. Alors, personnel, bien sûr, le dernier volet, c'est le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire entre le DETA à Chalon-sur-Saône et la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est une histoire qui commence à dater maintenant. Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine s'est doté d'une nouvelle politique contractuelle qui est assez complexe et qui supposait qu'il y ait un bilan, un diagnostic plutôt, de territoire qui soit effectué. Et c'est la région qui a fait, avec son service data, qui a fait cette analyse gratuitement. À la suite de quoi, ils m'ont demandé de voir quels étaient les projets susceptibles de pouvoir rentrer dans le champ de la contractualisation avec la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait que j'ai écrit à tous les maires, aux 153 maires du territoire à Chalon-sur-Saône. On a réceptionné les demandes, on a soumis toutes les demandes qui nous ont été adressées aux différents services de la région. Ils en ont retenu certains, ils en ont refusé d'autres, considérant que ça n'entrait pas dans le contrat, dans le volet contractualisation. Voilà. Alors, bon, on ne va pas le lire, hein, on vous l'a envoyé, donc vous l'avez, M. Limagine, lu, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Nous sommes considérés comme un territoire qui représente un certain nombre de fragilités, et donc à ce titre-là, il y a des points sur lesquels ils sont plus sensibles que d'autres. Je veux un dossier qui est spécifique. Voilà. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est ce dossier-là que vous devez avoir. Bon. Et comment faut-il lire ce dossier? Il y a ce qu'ils appellent des axes. Vous voyez l'axe 1, faire un dado Chalon-sur-Saône-Marsan, un espace saisissant des opportunités du défi du développement durable. C'est bien écrit. Bon. Donc là-dedans, il y a 2 types de projets. Il y a les projets dits structurants. Les projets structurants sont ceux qui ont déjà été validés par les services de la région. Et donc qui vont, ou qui ont déjà reçu un avis favorable, mais qui doivent figurer dans le contrat. Et il y a ce qu'on appelle les projets en amorçage, qui sont les projets qui ont été identifiés par un simple courrier, mais qui n'ont pas encore de contenu précis pour savoir qui est le
remarque moi, que j'ai formulée, c'est de dire attention, là on signe un contrat qui va partir, puisque le dossier va passer à la séance plénière du Conseil régional lundi prochain. On sait qu'il va être accepté, il n'y a pas de difficulté, mais la seule observation moi, que j'ai formulée, c'est de dire attention, au mois de mars, il va y avoir des élections municipales qui vont entraîner vraisemblablement, si vous voulez, dans les communes ou dans des intercos, des changements. Et donc, il faut laisser la possibilité, s'il y a de nouvelles équipes municipales ou communautaires qui arrivent, il faut se réserver la possibilité de pouvoir compléter les choses. Et ça, verbalement, on m'a promis que ce serait le cas. Et donc, le guichet n'est pas fermé pour les temps. C'est un projet d'amorçage. Voilà. C'est un projet d'amorçage. À ce titre-là, je voulais évoquer, mais simplement l'évoquer ce soir, je ne vous le soumets pas, délibération, un dossier qui fait beaucoup parler actuellement sur le PETA, donc Chalon-sur-Saône, c'est le sort de l'abattoir d'Agencourt. Vous le savez peut-être, pour ceux qui ne seraient pas informés, je le précise, il y a un abattoir municipal à Agencourt qui rencontre de réelles difficultés suite au départ de certains prestataires et qui fait que le tonnage va être réduit. Certains disent de moitié, d'autres disent un petit peu moins, mais en tous les cas, il va y avoir des répercussions. Si la question se pose aujourd'hui de savoir qui peut gérer cet outil et qui peut assurer le financement des investissements à faire. La commune d'Agencourt, et c'est normal, dit ça ne peut plus être la simple municipalité. C'est de l'histoire ancienne qui fait que c'était un abattoir municipal. Et donc c'est la communauté de communes de Chalon-sur-Saône qui serait vraisemblablement, les choses ne sont pas définitives à ce jour, mais qui sera vraisemblablement le porteur de faire la maîtrise d'ouvrage des travaux. Et par contre, la gestion de l'abattoir ne serait pas faite par une gestion directe par du personnel communautaire, mais serait faite par des éleveurs et des producteurs et d'autres organismes au niveau du fonctionnement. La question qui se pose, c'est de savoir, on a bien compris que ça ne pouvait pas être du seul ressort de la commune d'Agencourt de faire ces 500 000 € de travaux. Pour autant, même si Chalon-sur-Saône est fléché pour porter cet investissement, je pense qu'il serait logique. Car moi, c'est la proposition que j'ai formulée auprès du président de la communauté de communes lorsqu'on a discuté de ce dossier au siège de la Cour du Mont-de-Marsan. Moi, j'ai dit à Marcel Pruet que je trouverais assez logique, mais à condition d'avoir un dossier bien étayé, que l'ensemble des intercos du pays à Chalon-sur-Saône, c'est notre interco, celle de Grenade, celle de Chalon-sur-Saône, celle de Agencourt-Jolle, mais aussi celle d'Amou de Pomarès, celle de Buron, de Montfort et du pays Tarisat, que ce serait assez logique, vu que ça concerne les élevages bovins, mais aussi porcins, etc., et que ça concerne toute la Chalon-sur-Saône, je trouverais assez logique que si chacun fait un geste, qu'il puisse y avoir une participation. Voilà. Bon, donc mon propos a été reçu avec beaucoup de bienveillance, vous l'imaginez. Donc je n'en dis pas plus ce soir parce que je n'en sais pas davantage. Est-ce que avant cette fin de mandature, on aura des éléments précis? Je pense que oui, puisqu'il semblerait que les choses avancent d'une manière assez résolue depuis quelques semaines. Et donc il est possible que, avant le mois de mars, on soit amené à reparler de ce dossier. Mais pour la seule production bovine du bœuf de Chalosse, si l'abattoir d'Agencourt ferme, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'abattoir dans les Landes et qu'il faudra aller abattre. Alors on me dit que c'est Anglais, après l'abattoir le plus proche.
solidaire, ce ne sera pas les montants importants. Hein. Je ne vais pas m'aventurer à donner le chiffre tant qu'on n'a pas les éléments. Mais je pense que par principe, ce serait, me semble-t-il, assez logique. Voilà, donc vous avez vu que dans ce contrat, il y a les 200 000 € de la région pour notre pôle de santé d'Aire-sur-Adour et de Gilles-Hébert. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des observations sur ce dossier? Non? Bon, moi j'ai pas vu de dossier de demande de subvention pour la piscine d'Aire-sur-Adour. Je ne sais pas si ça veut dire que le dossier est abandonné. Je ne sais pas. Il prend forme. Très bien. Bon, il faut m'autoriser à signer ce contrat. Pas de problème, pas d'opposition. Il s'agit d'avoir des recettes, ça ne pose pas de difficulté. Voilà, notre dernier dossier, c'est celui dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est M. le maire de Dior-Bachet qui m'a fait part d'une transaction immobilière au centre-bourg de Dior-Bachet. C'est les consorts de Devar qui souhaiteraient vendre pour un montant de 85 000 €, c'est ça? 80. Tu vas dire deux mots? Dans le droit de préemption, je vous rappelle, c'est nous qui l'avons, mais on peut le céder à la commune si elle le demande. C'est ce qui est le cas. Voilà, oui, alors c'est un immeuble situé à Centrebourg qui est en vente depuis pas mal d'années déjà, et le conseil a décidé de l'acheter. Voilà, alors donc, nous avons pris la délibération, et aujourd'hui j'ai reçu donc la demande de préemption. Alors comme il y avait réunion ce soir, c'est pour ça que je l'ai présenté pour ce soir, pour aller avancer un peu plus vite. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce bâtiment? Eh bien, je ne sais pas. Bon, il y a une maison d'habitation qui est vide à l'intérieur, alors je ne sais pas, mais il y a surtout du terrain, des hangars. C'est l'immeuble qui est en face de l'école? En face de l'école, oui. Oui, il doit y avoir 1800 mètres carrés à peu près, c'est l'ancienne forge. Il y a des bâtiments, il y a une étable à réaménager. Enfin, il y a du potentiel à faire, quoi. Alors nous avons été intéressés parce qu'évidemment bien situé en plein centre. À côté de la salle polyvalente. Voilà, juste à côté de la salle. Voilà. Bon. Donc la mairie d'Urbachet demandant ce qu'on lui cède le droit de préemption, je vous propose qu'on accède à sa demande. Est-ce que ça vous pose problème? Non? Pas d'opposition à ça? Donc c'est ainsi décidé. Questions diverses. Alors, on va d'abord prendre les questions diverses. Tu répondras ça. Est-ce que vous avez des questions diverses? Parce qu'ensuite, je demanderai au vice-président, s'ils ont des choses à dire, de pouvoir faire un point en ce dernier conseil de la mairie. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non? Non? Bon. Alors, les vice-présidents, est-ce que vous avez des choses à dire? Qui c'est qui demande la parole? Oui, donc concernant les zones d'activité, par rapport à la zone d'activité des ARAT, il y a des études qui sont en cours. Le cabinet Artelia, donc c'est confié une étude sur l'eau et l'étude pour le pont, le génie pour faire le pont. Ce rendu devrait être effectué, je pense, en début d'année. On doit avoir un rendez-vous en début d'année pour qu'ils nous fassent le rendu. Concernant la zone de Bastia, donc la réception des travaux et des closeries va se faire vendredi. Les raccordements ont été effectués par Enedis. Donc à partir du 1er janvier, il y a 2 locaux à louer. Il y en a un qui est déjà pris par une entreprise de la Trie, Vicampo. Et donc il y a un Vicampo. Voilà, monsieur Triard, c'est ça?
Ouais, voilà, Vicampo, M. Priat. Donc ça c'est loué à partir du 1er janvier. Donc je sais pas, je vous rappelle, on avait défini un loyer, on avait pris le reste à charge, on l'avait amorti sur 20 ans, ce qui donne un loyer moyen de 600 € par local pour pouvoir amortir. Donc on avait décidé la première année de faire payer 500 €, la deuxième 600 et la troisième 700. Voilà. Donc là il y aura un local disponible. On a eu un petit souci sur le pluvial, je ne sais pas si vous avez été au courant, voilà. Donc Yannick a eu une réunion cet après-midi avec Artelia et Yakini, donc ils vont prendre ça en charge, ça ne devrait rien nous coûter. Oui, alors, pour dire deux mots, c'est le fait que les terres soient gavées d'eau, je veux dire c'est comme ça, fait que ça relève, ça va faire remonter un tuyau d'écoulement des eaux pluviales qui est un tuyau qui était intérieur. Il est remonté. Voilà, des choses qui peuvent arriver. Ça finit? Bon, pour la compétence culture, il n'y a pas de gros problème. Si il y aura samedi, à partir de 10 h, la parade de Noël en association avec les commerçants d'Ersoalou. Et vous verrez donc l'effectif des 220 élèves, ce qu'ils ont fait déjà en ce premier trimestre de révolution. Pour la médiathèque, rien de spécial. Ils ont droit au repos après un automne très chargé au point de vue activité. Et on vous présentera fin janvier, vers le 15 janvier, on vous préparera donc le programme pour 2020. Voilà. Moi, je n'ai pas grand chose à dire, parce que l'urbanisme, on va se revoir bientôt, et quant au bulletin d'information, il est en cours de préparation et devait sortir, je pense, au mois de janvier. Oui. Bien, concernant le programme 2019 était en bonne voie jusqu'au 1er novembre, et on a suivi comme tout le monde la nouvelle météo du mois de novembre. Donc il nous reste un chantier à finir donc sur R, notamment le revêtement de la châtaigneraie, qui devait intervenir demain, mais ça sera plutôt en fin de semaine, voire d'après ce que je sais, c'est fin de semaine ou début de l'autre, suivant ce qu'il fait cette fin de semaine. Donc on est à peu près sûr qu'on va le faire dans l'année. Mais il va rester des choses qui ne se feront pas cette année. Donc il y a une route sur Barcelone en enrobé qui ne se fera pas. C'est repoussé donc au printemps. Le plateau de Guillaume, du carrefour de l'école de Guillaume, ne se fera pas non plus. Il y a une route sur Ségos que l'on devait faire. Il y avait la récolte, ça a été repoussé depuis le mois de novembre est arrivé, donc on n'en sait pas non plus. Sur Bahus, il y avait un chemin qui était repoussé. C'est repoussé. C'est repoussé, c'est des restes à réaliser. Quoi. Il va nous rester donc. Toi qui aimais bien ne pas avoir de reste à réaliser, cette année on va finir avec un joli 166 000 € à peu près de reste à réaliser. C'est où est-ce que le dernier? Bon. Alors, il reste également. Il reste également le projet de Dorensan, donc le gros projet qui était estimé à 56 000 €. Donc le projet qui était présenté au printemps a été revisité par le conseil municipal. Il y a eu un travail qui a été fait par mon nouveau géomètre. Le nouveau tracé nous a été présenté début octobre, on a refait des calculs dessus. Bon, les travaux s'élèveraient environ à 60 000 € au lieu de 56 000 pour la part communautaire. Mais on attend maintenant l'aval du conseil municipal d'Orensan. Dès qu'on a le feu vert avec la signature de la convention, nous on mandate l'entreprise qui démarrerait les travaux donc normalement en janvier pour les terminer si possible avant les élections. On espère pouvoir faire ça pour les élections d'Orensan. Donc aujourd'hui on espère que finir de payer les rues d'Air, de Châtaigneraie et la rue des Prisons. On a des totaux qui sont assez bons. Les prévisions au niveau du budget voirie sont assez bons pour 2019, mais j'en dis pas plus, on verra ça à la fin. J'ai fait le tour avec Laurence et les 22 communes pour 2020. Les perspectives sont assez bonnes. Bon, la voirie, on va voir comment elle passe l'hiver. Le mois de novembre, on l'a vu. Les dégâts, on va les voir maintenant, mais on va les voir en janvier, février. Mais normalement, bon, la prévision 2020 n'est pas alarmante.
On attend surtout ces sur air, les gros projets sur air. Donc il y a un gros projet sur air, mais qui sera certainement étalé sur 2 années. Donc voilà, il n'y a a priori pas trop d'inquiétude sur le budget prévisionnel 2020, mais on verra ça plus tard. Je voudrais juste dire 2 mots. On va parler dans quelques temps, avant la fin du mandat, j'ai proposé ça tout à l'heure en bureau, que l'on revote, que l'on revisite le règlement de la voirie. Alors le règlement de la voirie, il a été créé par Marcel il y a quelques années, et il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans les mœurs, que l'on fait machinalement, mais on a tenu avec Laurence avant la fin du mandat, pour cadrer les choses, on ne sait pas ce qui se passera après. Donc pour cadrer les choses, on a présenté des modifications au règlement, des ajustements pour bien cadrer les choses, parce qu'on se rend compte qu'au fil du temps, mandat après mandat, les personnes changent, et ceux qui étaient là à la création, qui ont vu les choses se créer, sont de moins en moins nombreux. Des nouveaux arrivent, il y a des choses qui sont prises en cours de route, et des choses qui sont acquises, alors qu'elles sont que verbales, donc on a voulu les écrire sur un règlement. Donc ce règlement stipule que la commune a des droits, mais aussi a des devoirs. On les écrit. C'était déjà marqué, mais ça fera bien un petit peu de rafraîchissement. On a mis aussi en place une convention, parce que depuis longtemps on en parle. On demande aux agents communaux de sortir à terre quand il y a un péliste. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une règle quand il est sur la route pour sortir à terre, ou pour déboucher un pont, ou pour planter un panneau de signalisation? Est-ce qu'il y a une règle puisqu'on n'a pas la compétence? Donc simplement, on va écrire en noir sur blanc que les communes mettent à disposition, c'est pas une convention, donc mettent à disposition de la communauté commune un agent ou 2 pour des petits travaux, des menus travaux, donc évacuation de la terre, évacuation des branches quand on fait le broyage, et des petits travaux de... Quand on met l'enrobé à froid, c'est pareil, donc l'agent il est sur la route, il bouche un trou, mais normalement c'est la gestion communautaire, donc il faut que ça soit écrit, c'est bien écrit dans le règlement. Dans le règlement, c'est bien écrit que c'est la commune qui doit boucher le trou, mais on écrit dans la convention pour essayer de se border, on écrit que la commune met à disposition l'agent, il est en règle de faire ça. C'est un peu du blabla, mais s'il y a un pépin un jour, au moins on serait tranquille. Et ensuite, au niveau des mises à disposition, donc, on dit que c'est bien gratuit, donc ces travaux-là sont gratuits. Quand on bouge le trou avec l'enrobé à froid, je me plais à le répéter, l'enrobé à froid c'est cadeau. C'est quelque chose qui est cadeau donné par la communauté des communes. On demande simplement à la commune d'aller chercher l'enrobé à froid et de boucher le trou. On écrit dans la convention que l'agent est en règle de faire ça. Ça c'est normal. Mais il y a des travaux en régie. Il y a des communes qui font des travaux en régie quand on veut notamment buser des fossés ou faire des têtes de pont. Ces travaux-là, quand ils sont faits par entreprise, ça coûte cher. Et donc c'est pour ça que ça plombe des fois le budget et des fois on ne peut pas le faire. Il y a des communes qui jouent le jeu, qui disent mais moi j'ai un agent, je veux le faire, donnez-moi le tuyau, donnez-moi le caillou, je veux le faire. Et on y gagne de l'argent. Alors la commune est contente parce que le travail est fait, et nous on est contents parce qu'on gagne de l'argent. Et donc je pense, on proposera de mettre en place un petit tableau d'indemnisation pour indemniser un peu la commune qui fait ce genre de travaux, puisqu'elle met à disposition 1 ou 2 agents pendant une journée ou 2 pour faire l'usage. On y gagne de l'argent, mais il est normal, je pense, qu'on rétribue. On fixera ça, mais rapidement, je pense, pour en janvier, parce qu'après, on va arriver au niveau du budget, tout ça, et à la fin du mandat. J'aimerais bien qu'on mette ça à jour avant la fin du mandat. Voilà, donc sinon, rien de particulier pour la voirie. Tout va à peu près bien, mais je sens que c'est quand même un sujet qu'il faut maintenir à flot régulièrement. Concernant le point d'entente aussi, le point d'entente est en cours, concernant le marché du projeté, les enrobés projetés. On a renouvelé le marché donc au mois de septembre, l'entreprise nous fait défaut. Un coup c'est le camion, un coup c'est la météo, un coup c'est le chauffeur. Donc on lui a envoyé des courriers recommandés. J'ai proposé à Sophie cet après-midi donc, que l'on mette fin au marché au 31 décembre. On va résilier le marché et reconsulter en écartant cette entreprise. Parce que là, bon, il y avait une entreprise qui faisait le bon affaire au début mais qui était très cher. Donc on avait pris un peu moins cher, et ça se faisait bien, mais il y avait quelques défauts. Et aujourd'hui, l'entreprise qui a répondu, qui était la moins disante, mais aujourd'hui ne répond pas. Donc les enrobés à froid ne sont pas faits, et donc ça met en mal parce que les communes comptent sur ça, elles ne font pas le point à temps, et le trou s'agrandit, et ainsi de suite. Voilà, on n'y peut rien, on a fait tous les courriers qu'on pouvait faire, mais on va, je pense, ressolliciter un marché pour les enrobés à froid. Les enrobés projetés. Voilà, j'en ai terminé. Donc, en ce qui concerne les affaires scolaires,
Au niveau des travaux, tous les travaux qui avaient été programmés au budget 2019 ont été réalisés et sont terminés. C'était surtout à l'école élémentaire Giroux, à R. On a démoli la maison La Guanelle qui avait été achetée il y a quelque temps pour la création d'un parking qui est réservé au personnel des écoles. Des travaux également à l'école Victor Ortiz, à l'école élémentaire du Mas. C'était surtout une modification mise aux normes des WC et l'installation aussi au Mas d'une pompe à chaleur pour le réfectoire de l'école. À Durbacher également des pompes à chaleur en remplacement d'un chauffage qui était très consommateur d'énergie, donc une pompe à chaleur qui chauffe maintenant les salles de classe, la salle des activités périscolaires et la salle de restauration scolaire. La sécurisation à l'école de Vielle avec un portail et un visiophone et des travaux de reconstruction d'un bâtiment annexe à l'école de Ségos. Donc ce qu'on peut dire... Oui. Voilà. Donc en ce qui concerne les bâtiments scolaires et périscolaires, sont terminés pour les écoles de Durbacher, Renin, Eugénie-les-Bains, Barthelone-du-Gers, Lanux, Cornelian, Ségos et Vielle-Tursan. Il restera donc pour l'année 2020 à terminer la rénovation des salles de classe de l'école du Mas. Et ensuite aussi, ce qu'on a commencé, on en a parlé déjà, pour le centre de loisirs à Ève-sur-la-Dour, une première tranche de rénovation et de mise aux normes de la partie cuisine et restauration. Sont également terminés pour toutes les écoles les travaux de mise aux normes de l'accessibilité, les travaux de sécurisation, visiophone, clôture, etc., films sur les fenêtres, également l'équipement en vidéoprojecteur informatique dans toutes les classes élémentaires, le renouvellement de tous les jeux qui étaient considérés vétustes dans toutes les cours de récré et au centre de loisirs également, la mise en place d'une signalétique identique pour l'ensemble des bâtiments et le renouvellement de mobilier et matériel de cuisine, les fours, les frigos, etc. Donc voilà pour ce qui est des travaux. Une info par rapport à la restauration scolaire, on en avait déjà parlé aussi, mais on attendait la réponse du préfet que nous avons eue, qui a confirmé. À partir du 1er novembre 2019, nous étions tenus de proposer dans toutes les cantines scolaires un repas végétarien, c'est-à-dire sans présence de viande et de poisson, uniquement des œufs, des produits laitiers et des protéines végétales comme les lentilles, les haricots, etc. Donc, le préfet a confirmé que nous devions expérimenter cette mise en place de repas végétariens une fois par semaine pendant 2 ans, et donc ça commencera le jour de la rentrée, le 5 janvier, pour nos écoles de la communauté produit. Voilà. Une convention, je crois, a été signée avec le groupe Ensemble pour prévoir ce menu qui devra rester équilibré et répondre aux normes à la qualité nutritionnelle. Voilà. Alors, il y a un chantier également sur lequel on va devoir se prononcer. C'est pour vous mettre ma pétasse, ce sera pour la rentrée. Alors, d'abord, sur les repas végétariens, on a fait l'information, puisque vous avez reçu une lettre du préfet, on a fait l'information dans les conseils d'école, et à ma grande surprise, je vais dire une autre grande surprise avec Francine, c'est que je pensais que ça allait poser des problèmes, que ça allait susciter un certain émoi de distribuer des repas végétariens. Mais au contraire, sur les 11 conseils d'école, sur 3 ou 4, on nous a dit mais pourquoi vous n'avez pas commencé le 1er novembre? Voilà, donc on verra. Néanmoins, on souhaite travailler l'information des parents. Parce que ça va faire quand même peut-être, pour certains non, mais pour d'autres, ça pourrait surprendre un petit peu que les gamins disent mais attendez, j'ai pas mangé de viande aujourd'hui, ou j'ai pas eu de poisson, etc. Donc il y a un travail d'explication et de sensibilisation qui va faire. C'est la loi Egalim qui a été votée il y a 18 mois qui précise ceci. On dit oui, c'est pas le choix délibéré de la Concorde. Moi j'étais un peu réservé au départ.
pas, mais bon, c'est comme ça, on est obligé d'y passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on commence à être interpellé par des conseils d'école, dans les conseils d'école, sur le débat des sorties scolaires, des sorties pédagogiques, soit à la neige, soit maintenant de plus en plus pour apprendre à nager. Bon, donc on va ouvrir une réflexion là-dessus, on va y travailler avec Francine, on soumettra ça en conférence des maires pour qu'on prenne une décision, puisque on s'est engagé à ce qu'on précise notre position avant la fin du mois de janvier. Alors, on va vous trouver une solution, président, vous inquiétez pas. Ne vante pas. Tu passeras d'abord derrière le rideau. Et après on verra. Non. Il y a de la fausse information qui est divulguée. Je ne fais pas allusion à ce que tu viens de dire. C'est que, contrairement à ce qui se dit, il est faux de préciser que l'école primaire doit être le lieu où on apprenne à nager. L'obligation, il y a qu'à revoir les circulaires, l'obligation qui est faite par les textes officiels du ministère de l'Éducation nationale et qui ne date pas d'aujourd'hui, il faut sensibiliser l'enfant jusqu'à la fin du CM2, il faut qu'il s'approvisionne à l'eau. Il n'y a pas d'obligation d'apprendre à nager à l'école. Ça, c'est un raccourci ou c'est une... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des écoles qui se sont lancées dans la mise en place d'un stage d'une semaine pour aller à la piscine couverte d'agilmo avec un pensionnat pour les enfants pendant une semaine. On peut mesurer l'intérêt qu'il y a pour des enfants de faire une sortie de 5 jours, de sortir de papa et de maman pour aller en groupe et en même temps apprendre à nager matin et l'après-midi. Dès qu'ils sont censés à la fin de la semaine savoir nager. Bon. Mais ça, c'est pas une obligation. Et évidemment, on se tourne vers la collectivité pour dire voilà, il ne faut pas que le reste à charge des parents soit trop élevé. Sauf que le coût par jour, non, le coût du séjour pour chaque enfant représente 177 € par enfant. Et on se pose la question de savoir qui c'est qui paye. Et il y a des disparités. Parce qu'à certains endroits, on apprend à nager avec 80 €, on va donner ses tarifs. Dans d'autres endroits aériens, je crois que c'est 100 ou 150 € selon qu'on est de la commune ou en commune. Voilà. Donc il y a des solutions, il y en a d'autres qui ne vont jamais à la piscine pendant le cursus scolaire. Donc il faut que l'on prenne une position, c'est pour ça qu'on formulera avec Francine des propositions qu'on examinera d'abord en conférence des maires ensuite, de façon à être en mesure, parce que sinon c'est trop facile de dire nous on veut partir 5 jours et puis la communauté commune n'a qu'à payer. Et je le dis franchement, je pense que si on arrête le dispositif, puisque ce n'est pas une obligation, il serait assez logique que la communauté commune participe, mais moi je pense aussi qu'il faudra que les communes, en fonction du nombre d'enfants qui résident dans la commune, participent, puisque ce n'est pas une obligation. Donc ça ne relève pas de la compétence scolaire. Les choses sont bien claires. Et je me rends compte, au fil du temps, sur différents dossiers, que la notion de définition des compétences, elle est quelquefois floue dans l'esprit de certains, qui considèrent que c'est la compétence d'un qui doit tout payer. Non, c'est pas comme ça que c'est écrit. Il faut regarder les statuts, il faut regarder les conventions qui sont signées. Voilà, donc on aura ce débat de savoir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut rentrer dedans? Est-ce que les communes sont disposées à participer pour le nombre d'enfants qui habitent dans leur commune? Voilà, il y a tout ça qu'il faudra qu'on voit de façon à ce que les choses soient claires et nettes. Parce que sinon, pourquoi il faudrait payer 177 € à tel endroit pour aller à Chipot, alors que les naturels ils vont payer 100 €? C'est combien le tarif pour la piscine d'air? 100 €, pardon. 100 €.
100 € pour les assurés, 120 pour les... Voilà. Mais évidemment, il n'y a pas la pension, puisque c'est qu'unitaire, il rentre... bon. Voilà. Donc il faudra qu'on prenne une position là-dessus, donc on la comparera. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que monsieur le maire aussi en a bien travaillé? Moyennement. Bon, donc on va vous remercier, on va vous souhaiter de bonnes fêtes. J'en profite de pour dire, Xavier, oui, il faudrait signer, j'ai eu l'information de la préfecture cet après-midi, ils viennent pour l'opération de revitalisation territoriale, l'ORT, ils viennent, et ça concerne aussi le maire de Barcelone, la semaine prochaine, le mercredi 18 à 15h. Donc on va vous envoyer un document. Ce sera une réunion d'information, de sensibilisation. Alors, la prochaine réunion, la logique voudrait qu'on aille à Saron. Oui. Et là, oui. Donc, ce serait le lundi 20 janvier. Ok. Pour le PLUI, D'accord. Voilà. C'est tout, il y a autre chose à voir? Tu veux dire deux mots, Michel? Non? Mais on va te remercier de nous servir. Bonne soirée. Si, tu me l'avais dit.